Tu veux apprendre le français, mais tu as l'impression que ça prend une éternité? Moi aussi, je pensais exactement la même chose. Jusqu'au jour où j'ai tout changé. Dis-moi, mon ami, depuis quel pays tu regardes cette vidéo? Écris-le dans les commentaires. Moi, je vais commencer. Si tu regardes depuis le Mexique, écris Mexique mexicain. Si tu regardes depuis la France, écris France. Je veux vraiment savoir d'où vous venez, vous qui apprenez le français avec moi. C'est tellement beau de voir que nous sommes partout dans le monde. Alors, je commence mon histoire. Mon prénom n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce que j'ai vécu. Je suis une jeune femme mexicaine. J'ai grandi dans une famille où personne ne parlait une autre langue que l'espagnol. Mon père travaillait dans la construction. Ma mère vendait des tamales le matin devant l'école. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous avions beaucoup d'amour. Et moi, j'avais quelque chose d'autre, une curiosité immense pour le monde. Depuis toute petite, je regardais des films, je voyais des gens parler des langues que je ne comprenais pas, et je me disais, un jour, je vais parler comme ça moi aussi. Un jour, je vais comprendre ce que ces gens disent. Un jour, je vais voyager et communiquer avec des personnes qui viennent de partout. Le français, en particulier, m'a toujours attiré. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que ça sonnait comme une musique. Peut-être parce que dans les films, les personnages qui parlaient français avaient toujours l'air d'avoir une vie très belle, très élégante. Peut-être parce que le français me semblait mystérieux, différent, loin de tout ce que je connaissais. Mais laisse-moi être honnête avec toi, mon ami. Quand j'ai commencé à apprendre le français, c'était vraiment un désastre complet et total. J'avais 16 ans. J'avais trouvé un livre de grammaire française dans une librairie d'occasion. Je l'avais acheté avec l'argent que j'avais économisé pendant 3 semaines en ne mangeant pas de collation à l'école. Ce livre était épais, rempli de règles, de tableaux, de conjugaisons. J'ai essayé de l'étudier seule, dans ma chambre, après l'école. Et après 2 semaines, je ne savais toujours pas dire une phrase complète. Je pouvais réciter des conjugaisons comme un robot. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Mais si quelqu'un me posait une question simple, comme comment tu t'appelles, je me bloquais complètement. Mon cerveau se vidait. Je ne pouvais pas parler. Et j'ai arrêté, puis j'ai abandonné. J'ai mis ce livre dans un coin de ma chambre et je ne l'ai plus regardé pendant longtemps. Quelques années plus tard, j'avais 19 ans. Je travaillais dans un café pour aider ma famille à payer les factures. Un jour, une cliente est entrée. Elle avait un accent particulier quand elle commandait. J'ai entendu qu'elle parlait au téléphone dans une langue qui ressemblait à du français. Elle a fini son appel, et j'ai décidé de faire quelque chose de courageux. Je lui ai demandé, en espagnol, si elle parlait français. Elle a dit oui, avec un grand sourire. Et elle m'a demandé si je voulais apprendre. Cette femme est devenue importante dans mon parcours. Pas comme professeur officiel, mais comme première vraie personne de chair et d'os qui m'a dit que le français, c'est possible. Que ce n'est pas une langue réservée aux gens riches ou aux gens qui font des études à l'université.
que n'importe qui peut apprendre, si on trouve la bonne méthode. Elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Le problème, ce n'est pas l'intelligence. Le problème, c'est la routine. Cette idée de routine a changé ma vie. J'ai commencé à réfléchir. Pourquoi est-ce que j'avais échoué la première fois? Parce que je n'avais pas de routine. J'étudiais quand j'avais envie. Parfois je travaillais 3 heures d'affilée en fin de semaine, et ensuite je ne touchais plus au français pendant 10 jours. C'est comme si tu voulais devenir sportif mais que tu courais un marathon un dimanche et que tu ne faisais plus rien pendant 2 semaines. Ça ne marche pas comme ça. J'ai recommencé, mais cette fois, différemment. Et je vais te raconter exactement comment j'ai construit ma routine. Pas une routine parfaite. Pas une routine de riche avec plein de ressources et de temps libre. Une routine de fille ordinaire, qui travaille, qui a une famille, qui est fatiguée le soir, mais qui veut vraiment changer sa vie. La première chose que j'ai faite, c'est de choisir un moment fixe dans la journée. Un moment qui m'appartenait, que personne ne pouvait me prendre. Pour moi, c'était le matin, avant que tout le monde se réveille. J'avais décidé de me lever 30 minutes plus tôt que d'habitude. Seulement 30 minutes. Ce n'est pas grand-chose, non? Pourtant, ces 30 minutes, chaque matin, ont tout changé. Je me réveillais, je préparais un café, je m'asseyais à la table de cuisine dans le silence, et je commençais. Pas avec de la grammaire. Pas avec des exercices compliqués. Je commençais par écouter. J'avais trouvé des émissions audio en français pour débutants sur Internet. Des voix claires, qui parlaient lentement, qui expliquaient des choses simples. Je mettais mes écouteurs, je fermais les yeux, et j'écoutais. Les premiers jours, je ne comprenais presque rien. 5% peut-être. Mais j'écoutais quand même. Parce que j'avais lu quelque chose d'important. Le cerveau apprend une langue même quand tu ne comprends pas encore tous les mots. Il reconnaît les sons, les rythmes, les intonations. Il commence à construire quelque chose, silencieusement, à l'intérieur. Alors j'écoutais chaque matin, même les jours où j'étais fatiguée. Même les jours où je ne comprenais rien. Je me disais, ce n'est pas grave. Le café est chaud, la maison est silencieuse, et mon cerveau travaille. Après 2 semaines, quelque chose s'est passé. J'ai commencé à reconnaître des mots. Pas des phrases entières, mais des mots. Des mots qui revenaient souvent. Et j'ai réalisé quelque chose de fascinant. Quand on entend un mot 50 fois dans différents contextes, on comprend ce qu'il veut dire sans avoir besoin de chercher dans le dictionnaire. Le contexte enseigne. La répétition enseigne. C'est ça, le secret que personne ne m'avait dit avant. La répétition dans le contexte naturel. Pas mémoriser des listes de vocabulaire. Pas faire des exercices à trous. Mais entendre les mots vivre, dans de vraies phrases, dans de vraies situations. Bon, mon ami, je continue. Parce que l'écoute, c'était seulement la première partie de ma routine. La deuxième partie, c'était ce que j'appelais mes 5 mots du jour. Pas 20, pas 50, seulement 5.
Après avoir écouté mon émission audio, je prenais un petit carnet et j'écrivais 5 nouveaux mots que j'avais entendus. 5 mots que je voulais retenir. J'écrivais le mot en français, sa signification en espagnol, et une phrase simple qui utilisait ce mot. Une phrase que je construisais moi-même. Pourquoi construire moi-même la phrase? Parce que quand tu crées quelque chose avec tes propres mots, tu t'en souviens beaucoup mieux. C'est la différence entre copier une recette dans un livre et cuisiner toi-même le plat. Quand tu cuisines, tu comprends. Quand tu copies, tu reproduis sans vraiment comprendre. Ces 5 mots, je les relisais le soir avant de dormir. Juste 1 minute. Juste pour que mon cerveau les traite pendant la nuit. Et le lendemain matin, avant d'écrire mes nouveaux 5 mots, je relisais les 5 mots de la veille. Est-ce que je me souvenais? Si oui, super. Sinon, je les réécrivais. Au bout d'un mois, j'avais 150 mots nouveaux dans ma tête. 150 mots que je pouvais utiliser, pas juste réciter. C'est une base solide. C'est avec ça qu'on commence à construire. Maintenant, je veux parler de quelque chose d'important, quelque chose dont personne ne parle assez quand on enseigne les langues, la honte. Oui, cette honte. Ce sentiment horrible qui te bloque quand tu veux parler une nouvelle langue. Ce moment où tu veux dire quelque chose, mais tu as peur de faire une erreur, de sonner ridicule, de ne pas être compris. La honte a été mon plus grand obstacle. Pas la grammaire. Pas le vocabulaire. C'était la honte. J'avais tellement peur de parler. Même seule dans ma chambre, je n'osais pas parler à voix haute en français. Je murmurais, comme si quelqu'un allait m'entendre et se moquer de moi. C'est absurde, non? Être seul et avoir quand même honte. Mais c'est réel. C'est ce que ressent la majorité des apprenants. Et si tu ressens ça aussi, je veux que tu saches, c'est normal. Tu n'es pas seul. Et ça passe. La façon dont j'ai vaincu cette honte, c'est grâce à une technique très simple. J'ai commencé à me parler à moi-même en français. Je me racontais ma journée en français. Le matin, sous la douche, je décrivais ce que je faisais. Je disais, je me lève. Il fait froid ce matin. Je prends une douche. L'eau est chaude. Je me brosse les dents. Des phrases simples. Des phrases que je pouvais construire avec ce que je savais déjà. Au début, c'était très basique, très lent, avec beaucoup de pauses. Beaucoup de moments où je cherchais mes mots. Mais j'étais seule, et personne ne me jugeait. Alors la honte disparaissait peu à peu. Ensuite, j'ai commencé à penser en français. Pas tout le temps. Mais parfois, quand je regardais quelque chose, je cherchais le mot en français. Quand je voyais une chaise, je pensais chaise. Quand je voyais le ciel, je pensais ciel. Quand je mangeais, je pensais je mange du riz, c'est délicieux, j'ai faim. C'était de petites pensées et de petites connexions, mais elles étaient puissantes. Ce glissement progressif vers la pensée en français, c'est le moment où j'ai su que quelque chose de vrai se passait dans mon cerveau. Parce que normalement,
quand tu apprends une langue, tu penses dans ta langue maternelle et tu traduis. C'est lent et c'est fatigant. Mais quand tu commences à penser directement dans la nouvelle langue, même juste pour des choses simples, tu progresses d'une façon différente, plus naturelle et plus profonde. Le troisième élément de ma routine, c'était les séries et les films. Je sais que tout le monde dit ça. Mais la façon dont je les regardais faisait toute la différence. Je ne regardais pas les films pour me distraire. Je les regardais comme un exercice actif. Voilà comment je faisais, je choisissais une série en français. Au début, avec les sous-titres en espagnol. Après quelques semaines, avec les sous-titres en français. Et ensuite, pour les épisodes que j'avais déjà vus, sans sous-titres du tout. Pourquoi revoir les mêmes épisodes? Parce que la première fois, tu suis l'histoire. La deuxième fois, tu fais attention à la langue. Tu remarques des expressions. Tu écoutes comment les personnages parlent dans des situations différentes. Tu entends les nuances que tu n'avais pas remarquées avant. Et quand j'entendais une expression que je ne connaissais pas mais qui revenait souvent, je mettais pause. J'écrivais cette expression dans mon carnet. Je cherchais ce qu'elle voulait dire. Et le lendemain matin, cette expression rejoignait mes 5 mots du jour. Mon ami, est-ce que tu commences à voir le schéma? Ma routine n'était pas une collection d'activités séparées. C'était un système où tout était connecté. L'émission audio du matin alimentait mes 5 mots. Les 5 mots renforçaient mon vocabulaire. Mon vocabulaire rendait les séries plus compréhensibles. Les séries me donnaient de nouvelles expressions. Les expressions enrichissaient mes monologues sous la douche. Et les monologues sous la douche me préparaient à parler avec de vraies personnes. Tout était lié. Tout se renforçait mutuellement. Et puis il y a eu un tournant dans mon apprentissage. Un moment que je n'oublierai jamais. J'avais 20 ans. J'avais suivi ma routine pendant environ 6 mois. Je ne parlais pas encore couramment. Loin de là. Mais je pouvais comprendre l'essentiel d'une conversation simple. Je pouvais me débrouiller. Un jour, j'ai trouvé un groupe en ligne de personnes qui apprenaient le français et cherchaient des partenaires de conversation. Des gens du monde entier. J'ai eu très peur. La honte est revenue, forte. Je me disais, qu'est-ce que je vais leur dire? Ils vont voir que je fais des erreurs. Ils vont se moquer. Mais j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à ma mère, qui se levait à 4 heures du matin pour préparer ses tamales, avec ses mains abîmées par le travail, sans jamais se plaindre. Elle n'avait pas peur du jugement des autres. Elle faisait ce qu'elle devait faire. Et moi, j'avais peur de parler une langue sur Internet? Non, j'ai décidé d'essayer. Ma première conversation a duré 20 minutes. Avec une femme du Canada qui apprenait le français aussi. On a parlé lentement. On a fait beaucoup d'erreurs toutes les deux. On a ri. On s'est corrigé avec bienveillance. Et à la fin, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. On s'était comprises. 2 étrangères, de 2 pays différents,
qui parlaient une langue qui n'était la langue maternelle ni de l'une ni de l'autre. Et on s'était comprises. Ce jour-là, j'ai pleuré. Des larmes de joie. Parce que j'avais réalisé que le français n'était plus juste un rêve. C'était devenu une réalité. Après cette première conversation, j'en ai eu d'autres. De plus en plus. Avec des gens de pays différents. Et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Chaque personne avec qui je parlais m'apprenait quelque chose de différent. Parce que le français parlé par une personne africaine, canadienne, belge ou suisse n'est pas exactement le même français. Il y a des mots différents. Des expressions différentes. Des accents différents. Et c'est ça qui est beau dans cette langue. Elle vit dans tellement d'endroits du monde qu'elle est riche de toutes ces différences. Mon ami, je veux maintenant te parler d'un aspect de mon apprentissage dont je ne suis pas très fière. Mais je vais te le dire quand même, parce que je pense que ça peut aider. Il y a des périodes où j'ai complètement abandonné ma routine. Une semaine sans rien faire, puis 2 semaines, et une fois, presque un mois. Et à chaque fois, j'avais honte. Je me disais, tu es paresseuse. Tu ne veux pas vraiment apprendre. Tu vas échouer encore. Mais avec le temps, j'ai appris quelque chose d'important sur l'apprentissage des langues. Ou même sur n'importe quel apprentissage long. On ne progresse pas de façon linéaire. On n'avance pas comme ça, un peu chaque jour, régulièrement, sans jamais reculer. On progresse en spirale. On avance, on recule un peu, on avance encore, plus loin que la fois d'avant. Les pauses ne sont pas une catastrophe. Les pauses font partie du processus. Ce qui compte, c'est de reprendre, et de toujours reprendre. Et chaque fois que je reprenais après une pause, je réalisais que je n'avais pas tout oublié. Le cerveau est surprenant. Il garde ce qu'on lui a donné. Il mémorise même quand on dort. Il consolide même quand on pense qu'on ne fait rien. Alors si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu as abandonné ton apprentissage du français il y a quelques semaines ou quelques mois, je veux que tu te lèves et que tu recommences dès demain matin, pas dans une semaine. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui m'a aidé énormément mais qui n'est pas évident pour tout le monde. La musique française. J'ai commencé à écouter de la musique française. Pas pour comprendre les paroles immédiatement. Juste pour écouter. Pour que la langue entre dans mes oreilles d'une façon agréable. La musique, c'est une façon de mémoriser le vocabulaire et les structures grammaticales sans effort conscient. Parce que quand une mélodie te plaît, tu veux la réentendre. Et chaque fois que tu la réentends, les mots s'impriment un peu plus dans ta mémoire. J'ai cherché les paroles des chansons que j'aimais. Je les ai lues. J'ai cherché les mots que je ne connaissais pas. Et ensuite, j'ai chanté. Oui, j'ai chanté. Seule dans ma chambre, à voix basse, en essayant de prononcer comme les chanteurs. La prononciation française est difficile pour l'hispanophone. Il y a des sons qui n'existent pas en espagnol. Il y a le son U comme dans lune, le son U comme dans feu, et les voyelles nasales comme dans vin, bon et blanc. La musique m'a aidé à travailler la prononciation d'une façon qui était agréable et qui ne ressemblait pas à du travail.
C'est ça, le secret d'une bonne méthode d'apprentissage. Transformer le travail en quelque chose qu'on fait avec plaisir. Je veux aussi te parler de la grammaire. Parce que je sais que la grammaire, c'est le mot qui fait peur. Qui donne envie de fuir. Qui rappelle les mauvais souvenirs à l'école. Mais voilà ce que j'ai compris sur la grammaire française. Tu n'as pas besoin de tout apprendre d'un coup. Tu n'as pas besoin de maîtriser le subjonctif avant de pouvoir parler. Tu n'as pas besoin de comprendre toutes les exceptions avant de commencer à construire des phrases. La grammaire s'apprend progressivement, au contact de la langue réelle. Ce que j'ai fait, c'est apprendre la grammaire au moment où j'en avais besoin. Quand je remarquais une structure que je ne comprenais pas, je cherchais l'explication. Quand je voulais exprimer quelque chose mais que je ne savais pas comment, je cherchais comment construire cette structure. La grammaire à la demande, pas la grammaire imposée. Par exemple, j'ai appris le passé composé parce que je voulais raconter ma journée à mon partenaire de conversation. J'ai appris l'imparfait parce que je voulais décrire mon enfance. J'ai appris le futur parce que je voulais parler de mes projets. Chaque nouvelle structure grammaticale venait répondre à un besoin réel, à une envie réelle de communiquer. Et ça, c'est complètement différent de mémoriser une liste de règles par cœur. Quand tu apprends quelque chose parce que tu en as besoin, tu le retiens beaucoup mieux. Mon ami, j'arrive maintenant à la partie de mon histoire qui concerne ce qui s'est passé après un an de routine. Un an, cela représentait 365 matins avec mon café et mon émission audio. 365 soirs avec mes 5 mots. Des dizaines de conversations avec des étrangers sur Internet. Des centaines d'heures de séries françaises. Des milliers de chansons écoutées dans ma cuisine, dans le bus, en marchant dans la rue. Au bout d'un an, quelque chose de merveilleux s'est produit. J'ai regardé un film français sans sous-titres. Et je l'ai compris. Je n'ai pas compris chaque mot ni chaque nuance, mais j'ai compris l'histoire, les émotions et les personnages. J'ai pleuré encore. Décidément, le français me fait beaucoup pleurer. Mais ces larmes-là, c'était quelque chose d'énorme. C'était la preuve que tout ce travail avait servi à quelque chose. Que ces 30 minutes chaque matin avaient construit quelque chose de réel et de solide. Et je vais te dire autre chose. Quelque chose qui m'a surpris moi-même. Quand j'ai commencé à bien parler français, ma confiance en moi a changé. Pas seulement pour le français, mais pour tout. Parce que quand tu prouves à toi-même que tu peux faire quelque chose de difficile, tu commences à croire que tu peux faire d'autres choses difficiles aussi. L'apprentissage d'une langue est transformateur. Il ne change pas juste ton cerveau. Il change qui tu es. Je suis devenue plus courageuse, plus curieuse et plus patiente. Parce que la langue m'a appris que les choses importantes prennent du temps. Qu'on ne peut pas tout avoir immédiatement. Qu'il faut accepter de ne pas comprendre pendant un moment pour comprendre mieux ensuite. Ces leçons-là dépassent largement le français. Elles sont valables pour tout dans la vie. Maintenant, mon ami, je vais être très concrète avec toi. Je vais te donner exactement ce que faisait ma routine, heure par heure, pour que tu puisses t'en inspirer et l'adapter à ta propre vie. Le matin, 30 minutes avant l'heure habituelle de réveil. Je me levais,
je préparais mon café, et je m'asseyais dans un endroit calme. Les 10 premières minutes, écoute d'une émission audio ou d'un audio en français, niveau adapté à l'endroit où j'en étais dans mon apprentissage. Je ne cherchais pas les mots que je ne comprenais pas en temps réel. J'écoutais, je laissais la langue couler. Les 10 minutes suivantes, je relisais les 5 mots d'hier. Je me testais. Est-ce que je me souviens? Et j'écrivais 5 nouveaux mots que j'avais entendus dans l'émission audio ou que je voulais apprendre ce jour-là. Pour chaque mot, une phrase que je construisais moi-même. Les 10 dernières minutes, je me parlais à moi-même en français. Je décrivais ma journée de la veille. Ou mes plans pour aujourd'hui. Ou quelque chose qui s'était passé récemment. Il fallait juste parler à voix haute, sans me juger. Pendant la journée, dans les moments vides dans le bus, en attendant quelque chose, pendant ma pause déjeuner, j'écoutais de la musique française ou je relisais mes notes. Pas longtemps, 5 minutes ici, 10 minutes là, mais régulièrement. Le soir, avant de dormir. Je relisais mes 5 mots du jour une dernière fois. Je regardais un épisode de série en français, entre 20 et 40 minutes. Et en fin de semaine, j'avais mes conversations avec mon partenaire ou mes partenaires de conversation en ligne. 1 heure, parfois 2. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une méthode révolutionnaire inventée dans un laboratoire. C'est juste de la régularité, de la variété, et de la connexion avec la langue dans des contextes réels. Ce qui est révolutionnaire, c'est la discipline de le faire chaque jour. Même les jours difficiles. Même les jours où tu es fatigué. Même les jours où tu as l'impression de ne pas progresser. Parce que les jours où tu as l'impression de ne pas progresser, c'est souvent les jours où tu progresses le plus. Ton cerveau fait un travail invisible que tu ne vois pas encore. Et puis un matin, tu te réveilles, et quelque chose qui était difficile la veille est devenu facile. Comme par magie. Mais ce n'est pas de la magie. C'est le résultat de tous ces jours silencieux où ton cerveau travaillait en arrière-plan. Je veux aussi te parler des ressources que j'ai utilisées. Je pense que c'est important de te dire exactement ce qui a marché pour moi. Pour l'écoute, les émissions audio conçues pour les apprenants de français sont une excellente ressource. Il en existe beaucoup sur Internet, gratuits, avec des épisodes courts. Cherche des émissions audio qui parlent lentement et clairement au début, et qui proposent des transcriptions pour que tu puisses suivre avec le texte si tu le souhaites. Pour la lecture, j'ai commencé par lire des textes très simples. Des histoires courtes écrites pour les apprenants. Des articles simples. Des descriptions de photos. Peu à peu, j'ai augmenté le niveau. L'important, c'est que le niveau soit légèrement au-dessus de ce que tu comprends déjà, mais pas tellement au-dessus que tu sois perdu. Ce qu'on appelle le niveau est plus sain, ce que tu comprends déjà, avec un tout petit peu de nouveauté. Pour la prononciation, en plus de la musique et des émissions audio, j'utilisais des ressources en ligne qui expliquent comment placer la bouche pour faire les sons français. La prononciation française est très particulière. Il faut apprendre à arrondir les lèvres d'une façon qui n'existe pas en espagnol. Il faut apprendre à ne pas prononcer certaines lettres à la fin des mots. Il faut apprendre les liaisons,
ces connexions entre les mots qui font que le français sonne comme un flux continu plutôt que des mots séparés. Pour les conversations, les applications et les plateformes d'échange linguistique en ligne sont fantastiques. Tu trouves des gens dont le français est la langue maternelle et qui veulent apprendre l'espagnol. Vous parlez en français la moitié du temps, puis en espagnol l'autre moitié. Tout le monde apprend. Tout le monde gagne. Et pour la grammaire, j'avais un seul livre de référence simple. Pas un livre de grammaire académique plein de jargon. Un livre simple, clair, avec des exemples. Je ne le lisais pas de la première à la dernière page. Je l'ouvrais quand j'avais une question spécifique. Et seulement à ce moment-là. Mon ami, j'arrive maintenant à quelque chose que je veux te dire avec beaucoup d'honnêteté. L'apprentissage d'une langue est long. Il n'existe pas de raccourci magique. Il n'existe pas de méthode qui te permet de parler couramment en 3 mois si tu consacres 5 minutes par jour. Quiconque te dit ça te ment, ou du moins exagère considérablement. Ce que ma routine m'a permis de faire, c'est d'apprendre 10 fois plus vite que si j'avais continué à étudier de façon irrégulière, sans structure, sans variété. Elle m'a permis d'atteindre un niveau où je pouvais avoir des conversations réelles en environ 1 an. Mais 1 an, c'est quand même 1 an. Ça demande du sérieux. Ça demande de la persévérance. La bonne nouvelle, c'est que si tu crées ta routine et que tu la suis, le temps passe de toute façon. Dans 1 an, tu auras 1 an de plus, que tu as appris le français ou non. Autant profiter de ce temps pour construire quelque chose. Je pense aussi à tous ceux qui me regardent et qui pensent, mais moi, je n'ai pas le temps. Je travaille, j'ai des enfants et je suis toujours occupée. Je comprends vraiment. Ma vie n'était pas facile non plus. Je travaillais dans un café en fin de semaine et après l'école, j'aidais à la maison et je faisais mes études. J'étais fatiguée aussi. Mais 30 minutes le matin, c'est faisable pour presque tout le monde. Même si tu te lèves très tôt pour le travail, il suffit de te lever 30 minutes plus tôt encore. C'est difficile les premières semaines. Ton lit est chaud. Ton réveil semble cruel. Mais après quelques semaines, ça devient une habitude. Et les habitudes, une fois bien installées, ne demandent plus d'efforts de volonté. Elles se font automatiquement. Et puis, comme je l'ai dit, les 5 minutes dans le bus, les 10 minutes en attendant quelque chose, la musique pendant que tu cuisines. Ces petits moments s'accumulent. Ils font une différence réelle. Il y a une chose que je veux absolument partager avec toi avant de continuer. C'est quelque chose que j'ai découvert en parlant avec beaucoup d'autres apprenants de français. Nous avons tous des moments où on se demande si ça vaut vraiment la peine. Où on regarde nos progrès et on se dit, c'est trop lent. Je ne suis pas doué pour les langues. Ce n'est pas pour moi. Ces moments existent pour tout le monde, sans exception. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas le talent. Ce n'est pas les ressources. C'est ce qu'ils font pendant ces moments de doute. Ceux qui réussissent, ils continuent quand même. Même s'ils doutent. Même s'ils ont l'impression de ne pas progresser. Ils font leurs 30 minutes du matin, et après ils vaquent à leurs occupations. Demain, ils refont leurs 30 minutes.
Voilà, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'être motivé tous les jours. Tu as juste besoin de te lever et de te mettre au travail. La motivation, elle arrive souvent après avoir commencé, pas avant. Je me souviens d'un matin particulier. J'étais très fatiguée. J'avais mal dormi. Je voulais juste rester dans mon lit. Et je me suis dit, je vais juste écouter 5 minutes d'émission audio. Juste 5 minutes. J'ai mis mes écouteurs, j'ai écouté. Et au bout de 5 minutes, je n'avais plus du tout envie d'arrêter. J'ai fait mes 30 minutes complètes. Ce truc du juste 5 minutes, c'est très puissant. Parce que commencer est toujours la partie la plus difficile. Une fois qu'on a commencé, continuer est beaucoup plus facile. Mon ami, je veux te parler maintenant de l'aspect culturel de l'apprentissage du français. Parce que quand tu apprends une langue, tu n'apprends pas seulement des mots et de la grammaire. Tu apprends une façon de voir le monde. Apprendre le français m'a ouvert un univers nouveau. Il y a la littérature, la philosophie, le cinéma, la musique et la gastronomie de tous les pays francophones. Parce que le français n'est pas seulement une langue européenne. C'est une langue africaine, une langue caribéenne, une langue canadienne, une langue du Pacifique. C'est une langue qui appartient à des centaines de millions de personnes qui ont des cultures, des histoires, des traditions complètement différentes. Et cette diversité m'a fascinée. Elle m'a donné encore plus envie d'apprendre. Parce que chaque fois que je découvrais une nouvelle culture à travers le français, je voulais en savoir plus. Je voulais comprendre plus de nuances. Je voulais avoir accès à plus de cette richesse. Le français m'a aussi donné accès à des idées. J'ai découvert des livres que je n'aurais jamais pu lire autrement, des documentaires et des interviews de penseurs, d'artistes et de scientifiques. Le monde s'est agrandi pour moi. Pas seulement géographiquement, mais aussi intellectuellement. Et ça ne fait qu'amplifier la motivation. Parce que plus tu comprends, plus tu veux comprendre. Plus tu as accès à des choses qui t'intéressent, plus tu veux progresser pour y avoir encore plus accès. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens qui commencent d'apprendre le français, trouve ce qui te passionne en français. La cuisine, la mode, le sport, la politique, la musique, la philosophie, peu importe. Trouve quelque chose qui t'intéresse vraiment, et consomme du contenu sur ce sujet en français. Parce que l'intérêt, c'est le carburant de l'apprentissage. Maintenant, je veux aborder quelque chose de technique mais très important, la mémorisation du vocabulaire. J'ai essayé beaucoup de méthodes différentes. J'ai essayé les listes de mots, les cartes mémoire et les applications de répétition espacée. Et voilà ce que j'ai découvert après avoir essayé tout ça. La méthode des cartes mémoire et de la répétition espacée a prouvé son efficacité pour mémoriser du vocabulaire. Elle fonctionne en te montrant un mot au moment précis où tu es sur le point de l'oublier. Comme ça, tu le rappelles juste à temps, et la connexion dans ton cerveau se renforce. C'est un peu comme faire de la musculation, tu ajoutes de la résistance progressivement. Mais j'ai découvert que la répétition espacée seule ne suffit pas. Si tu mémorises des mots hors contexte, tu les oublies plus vite. La meilleure méthode,
c'est combiner la répétition espacée avec l'exposition naturelle. Utilisez l'application pour mémoriser les mots, mais aussi les rencontrer dans des émissions audio, des séries, des conversations. Comme ça, le mot est ancré dans plusieurs contextes différents dans ta mémoire, et il devient beaucoup plus solide. Mon ami, je veux maintenant te parler de quelque chose de personnel. De ce que le français a représenté pour moi au-delà de la langue elle-même. Je viens d'une famille humble. Dans ma communauté, on n'attendait pas de nous que nous parlions des langues étrangères. Ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était de trouver du travail, de subvenir aux besoins de la famille, de survivre. Les rêves de parler français ou de voyager de l'autre côté du monde, c'était pour les autres. Pour les riches. Pour ceux qui avaient fait de grandes études. Quand j'ai commencé à apprendre le français sérieusement, certaines personnes autour de moi ne comprenaient pas. Pourquoi tu fais ça? Ça sert à quoi? Tu ferais mieux de travailler plus. Des commentaires pas méchants, mais qui montraient qu'apprendre une langue pour le plaisir, par curiosité, par désir d'ouverture au monde, c'était quelque chose d'incompréhensible pour eux. J'ai continué quand même. Et maintenant, quand je parle avec des gens du monde entier grâce au français, quand j'accède à des ressources, des opportunités, des connexions humaines que je n'aurais jamais eues autrement, je suis tellement contente d'avoir continué. Le français m'a prouvé que les rêves qu'on met dans un coin de sa chambre peuvent ressortir. Qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Que le monde appartient à ceux qui ont la curiosité et la persévérance de l'explorer. Et si tu es en train de regarder cette vidéo depuis un endroit du monde où les gens autour de toi ne comprennent pas pourquoi tu apprends le français, si tu as l'impression d'être seul dans ton désir d'apprendre cette langue, je veux que tu saches, tu n'es pas seul. Nous sommes des millions, partout dans le monde, à apprendre le français parce que nous voulons quelque chose de plus grand que notre quotidien. Et cette communauté d'apprenants, c'est une des plus belles choses que le français m'a données. Je veux aussi te parler de l'erreur la plus commune que je vois chez les apprenants de français. L'erreur qui ralentit tout le monde et qui est pourtant si facile à éviter si on sait qu'elle existe. Cette erreur, c'est attendre d'être prêt pour parler. Les gens me disent souvent, je vais commencer à parler quand mon niveau sera suffisamment bon. Mais ce moment n'arrive jamais. Parce que plus tu apprends, plus tu réalises combien il y a encore à apprendre. Si tu attends d'être parfait pour parler, tu ne parleras jamais. La vérité, c'est qu'on apprend à parler en parlant. On n'apprend pas à parler seulement en étudiant la grammaire ou en mémorisant du vocabulaire, mais en parlant. Les erreurs ne sont pas des obstacles à la communication. Elles sont une partie normale du processus d'apprentissage. Chaque erreur que tu fais est une information précieuse sur ce que tu dois encore travailler. Les meilleurs apprenants que j'ai rencontrés ne sont pas ceux qui avaient le moins d'erreurs. Ce sont ceux qui avaient le plus de courage pour parler malgré leurs erreurs. Et à force de parler, leurs erreurs diminuaient naturellement. Alors commence à parler le plus tôt possible. Dès que tu peux construire une phrase simple, parle. Trouve quelqu'un, en ligne ou dans ta vie, avec qui pratiquer. Rejoins des groupes. Commande des vidéos en français. Écris des messages en français. Utilise la langue dans tous les contextes que tu peux. Mon ami, j'approche maintenant de la fin de ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Mais avant de terminer,
je veux revenir sur quelque chose d'essentiel. Ce qui a vraiment fait la différence dans mon apprentissage, ce n'est pas une ressource particulière. Ce n'est pas une méthode secrète. Ce n'est pas un talent spécial que j'aurais. C'est la décision. La décision claire et ferme de faire du français une priorité dans ma vie. De lui donner du temps chaque jour. De ne pas traiter ça comme un hobby qu'on fait quand on a le temps, mais comme quelque chose d'important, comme une habitude de santé. On mange tous les jours. On dort tous les jours. On peut apprendre tous les jours. C'est une question de décider que c'est une partie non négociable de ta journée. Et la deuxième chose, l'amour pour la langue. J'aimais le français. Je trouvais ça beau. Je trouvais ça fascinant. Cet amour m'a porté pendant les moments difficiles. Pendant les moments de doute. Pendant les matins où j'avais envie de dormir plutôt que d'étudier. Trouve ce que tu aimes dans le français. Peut-être que c'est la musique. Peut-être que c'est la littérature. Peut-être que c'est un pays francophone où tu veux voyager un jour. Peut-être que c'est une personne dans ta vie qui parle français et avec qui tu veux communiquer. Trouve ton pourquoi. Et accroche-toi à ce pourquoi dans les moments difficiles. Parce que les moments difficiles viendront. Ils viennent pour tout le monde. Mais si tu sais pourquoi tu fais ça, si tu as une raison profonde et réelle, tu passeras à travers ces moments. Je pense à cette petite fille de 16 ans qui avait acheté un livre de grammaire avec l'argent de ses collations. Elle avait essayé et échoué. Elle avait abandonné. Si quelqu'un lui avait dit à ce moment-là que quelques années plus tard, elle parlerait français avec des gens de partout dans le monde, elle n'aurait pas cru. Mais c'est arrivé. Pas grâce à un miracle. Grâce à une décision. Grâce à une routine, à de la persévérance et à beaucoup d'amour pour cette belle langue. Je veux que tu saches, mon ami, que peu importe d'où tu viens, peu importe tes ressources, peu importe ton âge ou ton niveau actuel, le français est accessible pour toi. Si tu crées ta routine et que tu la respectes, tu progresseras. C'est une certitude. Le cerveau humain est fait pour apprendre les langues. Nous sommes tous capables. La seule question, c'est, est-ce que tu vas commencer? Pas demain au sens vague, ni la semaine prochaine. Est-ce que tu vas commencer demain matin? Si tu as regardé jusqu'ici, c'est que tu es sérieux. C'est que tu veux vraiment. Alors prends une décision maintenant. Décide de ton heure le matin. Décide de ta première ressource. Et demain matin, mets ton réveil 30 minutes plus tôt. C'est tout ce qu'il faut faire aujourd'hui. Le reste viendra. Et dans quelques mois, quand tu regarderas en arrière et que tu verras le chemin parcouru, tu seras tellement fier de toi. Je te le promets. Le français t'attend. Il a tout son temps. Et toi, tu as tout ce qu'il faut pour aller le rejoindre. Avant de passer à la suite, mon ami, n'oublie pas de me dire dans les commentaires de quel pays tu regardes cette vidéo. Je lis tout et je réponds à tout, parce que vous êtes la raison pour laquelle je continue à partager mon histoire. Mais l'attends, mon ami.
je veux aussi te raconter la suite de mon histoire. Parce qu'il s'est passé des choses après cette première année qui ont encore changé ma façon de voir le français et l'apprentissage des langues. Et je pense que ça peut vraiment t'aider à voir où tout ça peut te mener. Après cette première année, j'avais un niveau que je pourrais décrire comme intermédiaire. Je pouvais comprendre des conversations normales. Je pouvais exprimer mes pensées, même si parfois je cherchais mes mots. Je pouvais lire des textes en français sans avoir besoin du dictionnaire toutes les 3 lignes. C'était déjà énorme comparé à là où j'avais commencé. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Après cette première année de progrès rapide, j'ai atteint un plateau. Tu connais ce mot? Un plateau, dans l'apprentissage des langues, c'est ce moment où tu as l'impression de ne plus progresser. Tu continues à faire tes exercices, à écouter, à parler, mais il te semble que rien ne change. Ton niveau semble bloqué. Ce plateau m'a découragé pendant quelques semaines. Je me demandais si j'avais atteint ma limite. Si c'était le maximum que je pouvais faire. Si mon cerveau avait simplement décidé d'arrêter là. Mais j'ai parlé de ça avec une de mes partenaires de conversation, une femme qui avait appris plusieurs langues. Et elle m'a expliqué quelque chose de précieux. Elle m'a dit que les plateaux en apprentissage des langues sont inévitables. Tout le monde les vit. Ils sont même un signe positif, d'une certaine façon. Ils signifient que tu as intégré un niveau et que ton cerveau est en train de le consolider avant de passer au niveau suivant. C'est comme si tu construisais un bâtiment. Parfois tu poses des briques rapidement. Parfois tu dois attendre que le ciment sèche avant de continuer à construire. Les 2 phases sont nécessaires. Pour sortir de mon plateau, elle m'a conseillé de changer quelque chose dans ma routine. D'y introduire de la nouveauté. Pas en changeant toute ma méthode, mais en variant les ressources, les types d'exercices et les contextes. J'ai suivi son conseil. J'ai commencé à lire de vrais livres en français. Pas des livres adaptés pour les apprenants. De vrais livres, écrits pour des lecteurs natifs. J'ai choisi un livre dont j'avais vu l'adaptation en film et dont je connaissais donc déjà l'histoire. Comme ça, je n'étais pas perdue dans l'intrigue. Je pouvais me concentrer sur la langue. C'était difficile au début. Il y avait beaucoup de mots que je ne connaissais pas. Mais j'ai appliqué une règle simple. Je n'ouvrais le dictionnaire que pour les mots qui revenaient souvent et dont j'avais absolument besoin pour comprendre. Pour les autres, je passais, j'inférais le sens du contexte, et je continuais. Cette technique s'appelle la lecture extensive, et elle est extrêmement puissante pour améliorer le niveau en langue. En quelques semaines, mon vocabulaire a fait un bond. Parce que la lecture, contrairement à l'écoute, te donne accès à un vocabulaire beaucoup plus riche et varié. On écrit différemment de la façon dont on parle. Et en lisant, on absorbe des structures grammaticales complexes de façon naturelle, sans avoir besoin de les étudier explicitement. J'ai aussi varié mes partenaires de conversation. J'ai cherché des gens avec qui parler de sujets plus complexes. Il y avait moins de conversations sur qu'est-ce que tu as fait cette fin de semaine et davantage de conversations sur qu'est-ce que tu penses de la situation économique mondiale ou quel impact a la technologie sur nos relations humaines. Ces conversations plus profondes m'ont forcé à chercher des mots, à construire des arguments, à exprimer des nuances.
C'est ça qui fait passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé. Mon ami, je veux maintenant te parler d'une chose que j'aurais aimé savoir dès le début. Une chose que j'ai apprise trop tard et qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps. C'est l'importance de la production, ce qu'on crée avec la langue, par rapport à la réception, ce qu'on reçoit. Pendant longtemps, j'ai pensé que pour apprendre une langue, il suffisait d'y être exposé, écouter, regarder et lire, c'est-à-dire recevoir la langue. Et c'est vrai que la réception de la langue est fondamentale. Sans elle, il n'y a pas d'apprentissage. Mais la réception seule ne suffit pas pour développer la capacité à parler et à écrire couramment. Ce qui développe réellement ta capacité à produire de la langue, c'est la production. C'est parler, écrire, construire des phrases et formuler des idées dans la nouvelle langue. Et la raison est simple, quand tu produis de la langue, tu te confrontes à tes lacunes d'une façon que la réception seule ne peut pas faire. Tu réalises que tu veux dire quelque chose mais que tu ne sais pas comment. Et cette réalisation est un signal puissant pour ton cerveau. Apprends ça, tu en as besoin. Alors si tu écoutes beaucoup de français, si tu regardes beaucoup de séries, si tu lis beaucoup, mais que tu ne parles pas et n'écris pas, tu manques la moitié de ton apprentissage. La production est aussi importante que la réception. Ils se complètent. Pour améliorer ma production, j'ai commencé à tenir un journal en français. Chaque soir, j'écrivais quelques paragraphes sur ma journée, mes pensées, mes émotions. Pas beaucoup, 5 à 10 lignes. Mais en m'obligeant à écrire, je me forçais à chercher des mots que je n'avais pas encore appris. Et quand je ne connaissais pas un mot, je le cherchais. Et comme c'était un mot dont j'avais besoin pour exprimer quelque chose que je voulais vraiment dire, je le retenais beaucoup mieux que si je l'avais appris sur une liste. Ce journal, je l'ai tenu pendant plus d'1 an. Et aujourd'hui, quand je relis les premières entrées, je vois exactement à quel point j'ai progressé. C'est une documentation vivante de mon parcours. Et c'est aussi une source de motivation, voir d'où on vient rappelle qu'on peut continuer à avancer. Je veux aussi te parler de quelque chose que beaucoup de gens négligent, la prononciation. Beaucoup d'apprenants pensent que la prononciation, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est d'être compris. Et oui, il vaut mieux parler avec un accent que de ne pas parler du tout. Mais une mauvaise prononciation peut vraiment nuire à la communication. Et elle peut aussi nuire à la compréhension que tu as du français parlé. Pourquoi est-ce important? Parce que si tu prononces les mots d'une certaine façon dans ta tête, mais que les natifs les prononcent différemment, tu ne les reconnaîtras pas quand tu les entendras. Le mot que tu as mémorisé mentalement ne correspond pas au son que tu entends, et ton cerveau ne fait pas le lien. La prononciation française est particulièrement délicate pour l'hispanophone. Il y a plusieurs sons qui n'existent pas en espagnol. Le son R français, par exemple, qui se fait dans la gorge et non avec la langue. Le son U qui demande de mettre les lèvres comme pour siffler mais de faire le son I. Les voyelles nasales, comme dans les mots pain, bon, blanc, brun, où une partie du son passe par le nez. Ces sons sont difficiles. Ils prennent du temps à maîtriser. Mais si tu t'en occupes dès le début, tu n'auras pas à te débarrasser de mauvaises habitudes plus tard. Et avec la pratique, ils deviennent naturels. Je me souviens de la première fois que j'ai réussi à faire le R français correctement. Je me suis sentie tellement fière.
comme si j'avais accompli quelque chose d'impossible. Mon ami, il y a encore une chose dont je veux te parler. C'est la dimension sociale de l'apprentissage des langues. Quand j'ai commencé à parler français avec des gens du monde entier, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'ai créé des amis dans des pays lointains. Des personnes que je n'aurais jamais rencontrées si je ne parlais pas français. Et ces amitiés ont enrichi ma vie d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Il y a cette femme qui vit au Sénégal et avec qui je parle de temps en temps. Elle m'a parlé de la culture, de la cuisine, de la vie quotidienne dans son pays. Elle m'a ouvert une fenêtre sur un monde complètement différent du mien. Il y a cet homme du Québec qui m'a appris des expressions québécoises qui n'existent pas en France. Il y a cette jeune femme de Belgique avec qui nous nous sommes moqués ensemble, avec bienveillance, des différences entre nos façons de parler la même langue. Ces connexions humaines, c'est la vraie récompense de l'apprentissage des langues. Pas seulement le fait de pouvoir voyager et comprendre les panneaux dans la rue, ni seulement le fait de pouvoir regarder des films sans sous-titres, mais la capacité de rencontrer d'autres esprits humains qui pensent dans cette langue, qui la vivent, qui en font partie. Le français m'a donné accès à une communauté humaine plus large. Et cette communauté a rendu mon monde infiniment plus riche. Je pense aussi à quelque chose qui m'a aidé dans les moments de découragement. Je lisais les histoires d'autres personnes qui avaient appris le français en partant de zéro. Des gens qui, comme moi, n'avaient aucune base, aucun accès à des cours chers, aucun avantage particulier. Et qui avaient réussi. Ces histoires m'inspiraient. Elles me rappelaient que c'est possible. Que si d'autres l'ont fait, je peux le faire aussi. Et maintenant, je partage mon histoire à mon tour. Parce que peut-être que quelqu'un quelque part, en regardant cette vidéo, aura besoin de cette confirmation, c'est possible. Tu peux y arriver. Mon ami, je veux aussi aborder quelque chose de pratique qui a rendu mon apprentissage beaucoup plus efficace, l'utilisation intelligente des temps disponibles dans une journée. Nous avons tous des temps morts dans notre journée. Ces moments où on est physiquement présent quelque part mais où notre cerveau n'est pas complètement occupé. Le temps dans les transports en commun. Le temps en faisant la queue. Le temps en faisant des tâches mécaniques comme la vaisselle ou le repassage. Le temps avant de s'endormir. Ces moments, je les ai transformés en temps d'apprentissage. Pas tous, car je ne suis pas une machine, mais beaucoup d'entre eux. Dans le bus, j'écoutais du français dans mes écouteurs. En faisant la vaisselle, je mettais une émission de radio française en fond. Le soir, avant de m'endormir, j'écoutais quelques minutes de français calme, des histoires ou des conversations douces. Ces moments s'accumulent. 5 minutes ici. 10 minutes là. 20 minutes dans le bus. 15 minutes pendant les tâches ménagères. À la fin d'une semaine, ce sont des heures supplémentaires d'exposition au français que j'avais sans avoir l'impression d'y consacrer un temps spécial. C'est ça, optimiser son apprentissage. Ce n'est pas de travailler plus dur. C'est de travailler plus intelligemment. De trouver les espaces dans ta vie qui sont déjà là, qui ne servent à rien de particulier, et de les remplir avec ta langue cible. Je veux parler aussi d'un outil que j'ai découvert un peu plus tard dans mon parcours et qui m'a beaucoup aidé, l'immersion créée artificiellement. L'immersion,
c'est ce qui se passe quand tu vis dans un pays où la langue est parlée tout autour de toi. Tu entends le français dans les supermarchés, dans la rue, à la radio, à la télévision. Ton cerveau est constamment bombardé par la langue et il est forcé de l'absorber. Moi, je ne vivais pas dans un pays francophone. Alors j'ai créé mon immersion chez moi. J'ai changé la langue de mon téléphone en français. J'ai changé la langue de mes applications en français. J'ai mis l'interface de mon ordinateur en français. J'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux des comptes qui publiaient en français, sur des sujets qui m'intéressaient. Comme ça, même quand je ne faisais pas de français intentionnellement, le français était là. Quand je consultais mes réseaux sociaux, je lisais du français. Quand je cherchais quelque chose sur mon téléphone, les menus étaient en français. C'était du français passif, mais c'était du français quand même. Et peu à peu, ces petites phrases, ces petits mots, ces petites structures grammaticales s'intégraient naturellement dans ma compréhension de la langue. Mon ami, j'ai encore quelque chose d'important à te dire sur les ressources gratuites disponibles pour apprendre le français. Nous vivons à une époque extraordinaire pour l'apprentissage des langues. Il y a 20 ans, pour apprendre une langue étrangère sérieusement, il fallait soit vivre dans un pays où cette langue était parlée, soit payer des cours chers, soit avoir accès à une bibliothèque bien équipée. Aujourd'hui, avec un téléphone et une connexion Internet, tu as accès à plus de ressources qu'une école de langue professionnelle n'en avait il y a 20 ans. Des émissions audio pour tous les niveaux. Des vidéos d'apprentissage. Des films et des séries en accès légal. Des partenaires de conversation du monde entier. Des applications de mémorisation. Des sites de grammaire. Des dictionnaires interactifs avec prononciation. Des forums où tu peux poser des questions et avoir des réponses de natifs en quelques heures. Tout ça, souvent gratuit. Ou très peu cher. Le manque de ressources n'est plus une excuse valable aujourd'hui. Ce qui peut manquer, c'est la direction. Savoir quoi utiliser, dans quel ordre, et comment. Et c'est exactement ce que j'essaie de te donner avec cette vidéo. Commence par l'écoute, quelques minutes chaque jour. Augmente progressivement, puis ajoute le vocabulaire, la parole, la lecture et l'écriture. Fais-le dans cet ordre, à ton rythme, avec régularité. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. La difficulté, ce n'est pas de savoir quoi faire, c'est de le faire. Je veux terminer avec une réflexion que j'ai souvent. Le français a changé ma vie. Pas parce que je suis devenue riche grâce à lui, ni parce qu'il m'a donné un emploi extraordinaire ou une carrière brillante, mais parce qu'il m'a prouvé que je suis capable de faire des choses difficiles. Que mon cerveau est capable d'apprendre, même adulte. Que mes origines, mes ressources, mon environnement ne définissent pas mes limites. Je viens d'une famille simple. Ma mère vendait des tamales. Mon père travaillait dans la construction. Personne dans ma famille ne parlait une langue étrangère. Et moi, je parle français. Je le parle avec des gens du monde entier. Je lis en français. Je pense parfois en français. Cette langue est devenue une partie de moi. Si je pouvais envoyer un message à cette petite fille de 16 ans qui avait abandonné son livre de grammaire,
je lui dirais, reprends-le, mais autrement. Écoute d'abord, parle ensuite, et fais-en une habitude quotidienne. Et dans quelques années, tu seras étonné de toi-même. Et à toi, mon ami, qui regarde cette vidéo aujourd'hui, je dis la même chose. Peu importe ton âge. Peu importe ton niveau actuel. Peu importe les ressources que tu as. Le français est à ta portée. Commence demain matin avec 30 minutes, une émission audio et 5 mots, puis reviens me dire comment ça se passe. Je t'attends dans les commentaires, et garde aussi ceci en tête. Il y a une dernière chose que je veux partager avec toi, mon ami. Quelque chose que j'appelle la règle des petites victoires. Quand tu apprends une langue, il est très facile de se focaliser sur tout ce qu'on ne sait pas encore. Tous les mots qu'on ne connaît pas. Toutes les structures grammaticales qu'on ne maîtrise pas. Tous les films qu'on ne comprend pas encore complètement. Cette tendance à voir le manque plutôt que le progrès peut être très démotivante. Alors j'ai appris à célébrer les petites victoires. La première fois que j'ai compris une blague en français. La première fois que j'ai rêvé en français. La première fois que j'ai pensé à un mot en français avant de penser à sa traduction en espagnol. La première fois que j'ai lu un paragraphe entier sans consulter le dictionnaire. La première fois qu'un natif m'a dit que mon français était bon. Ces petites victoires, je les notais dans mon carnet. Pas mes mots de vocabulaire cette fois, mais mes succès. Et quand j'avais des moments de découragement, je relisais ces petites victoires. Et je me rappelais du chemin parcouru. Parce que le chemin parcouru, c'est ce qui te montre que tu avances. Pas le chemin qui reste à faire. Le chemin que tu as déjà fait. Note tes petites victoires. Chaque mot compris dans un film. Chaque conversation réussie. Chaque moment où tu as pensé en français sans t'en rendre compte. Ces moments comptent. Ces moments s'accumulent. Et ensemble, ils forment quelque chose de grand. Mon ami, tu es encore là avec moi jusqu'à la fin de cette longue histoire. Je te remercie vraiment. Ce que tu fais, en cherchant à apprendre le français, en regardant des vidéos comme celle-ci, en consacrant du temps à l'amélioration de toi-même, c'est quelque chose de beau et de courageux. Le français t'ouvre des portes que tu n'imagines peut-être même pas encore. Des rencontres, des opportunités et des façons de penser différentes. Des cultures magnifiques à découvrir. Tout ça t'attend, de l'autre côté de cet apprentissage. Et cet apprentissage, il commence maintenant. Pas dans un an, pas quand tu auras plus de temps, mais maintenant, avec 30 minutes demain matin, un café chaud, et la décision de faire quelque chose différemment. Je serai là. À travers mes vidéos, mes partages, et dans les commentaires où j'essaie de répondre à chacun d'entre vous. Parce que vous me donnez autant que vous recevez. Vos questions me font réfléchir. Vos histoires m'inspirent. Vos progrès me rendent heureuse. Alors n'oublie pas de me dire de quel pays tu regardes cette vidéo. Et dis-moi aussi, après tout ce que tu viens d'entendre, quelle est la première chose que tu vas changer dans ta routine d'apprentissage du français? Je veux savoir. Parce que le partage, c'est ce qui nous fait avancer ensemble. À très bientôt, mon ami.
Continue d'apprendre, continue de rêver et continue de prendre ces 30 minutes le matin pour toi, pour ta langue, pour ton avenir.